Le diabète est en constante augmentation dans notre pays, principalement au cours des 2 à 3 dernières décennies. On a assisté au triplement de la prévalence du diabète, de la fréquence du diabète dans notre pays. En effet, on est passé d'environ 2% à plus de 6% entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Par ailleurs, le diabète est 2 fois plus fréquent en milieu urbain qu'en milieu rural, et ce, en raison du changement drastique du mode de vie qu'il y a entre les populations urbaines et les populations rurales. On distingue classiquement 4 grands groupes. Il y a les 2 principaux types, le type 1 qu'on appelait avant diabète insulinodépendant qui survient chez le sujet jeune et parfois chez l'enfant. C'est un diabète où on a quasiment absolument besoin d'insuline pour le traitement. Il y a à côté le diabète de type 2 qui est la forme de diabète la plus fréquente. Le diabète de type 2, c'est le diabète qu'on appelait avant diabète de la maturité ou diabète non insulinodépendant. C'est une forme de diabète qui survient effectivement avec un peu plus d'obésité, avec l'âge. C'est cette forme de diabète qui nécessite un dépistage. C'est la forme la plus fréquente, c'est la forme en forte augmentation. À côté de cela, il y a ce que l'on appelle le diabète gestationnel. C'est une forme de diabète que l'on va diagnostiquer au cours de la grossesse et qui, dans la majeure partie des cas, va quasiment se normaliser après l'accouchement, mais avec un risque de demeurer diabétique qui est plus grand que le reste de la population. Enfin, il y a ce qu'on appelle les autres types particuliers. C'est des formes génétiques, c'est des choses un peu spécialisées. Les enquêtes que nous avons menées montrent que 3/4 des patients dans notre pays s'ignorent. Et pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, le diabète reste longtemps sans symptômes. Pendant très longtemps, il ne va pas avoir de manifestations faciles à objectiver. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir faire un dépistage. Mais lorsque le diabète progresse, il peut s'exprimer justement par des choses comme l'envie de faire pipi en grande quantité et fréquemment, la soif intense et parfois on peut avoir un amaigrissement. Il peut y avoir plusieurs autres signes, des infections qui reviennent fréquemment, mais ce qui est important, c'est la soif intense et cette envie fréquente d'uriner, d'aller faire pipi et de grande quantité. Mais retenons que dans plus de la moitié des cas et pendant très longtemps, le diabète n'a pas de symptômes qui puissent alerter, ce qui veut dire que les personnes à risque doivent se faire dépister pour savoir si elles ont un diabète ou pas. Les personnes à risque, c'est premièrement toute personne au-delà de l'âge de 40 ans. Deuxièmement, les personnes qui ont au moins un apparenté ayant le diabète. Troisièmement, c'est les femmes ayant eu un gros bébé ou ayant des fausses couches à répétition. Il faudrait qu'elles se fassent dépister au moins 1 fois par an. Quatrièmement, les personnes ayant une hypertension artérielle. Cinquièmement, c'est les personnes ayant un surpoids ou une obésité. Pour développer un diabète, il y a un acteur principal qu'on appelle l'insuline. C'est une hormone produite par le pancréas qui fait utiliser le glucose, qui fait utiliser les graisses, qui fait utiliser les protéines. Mais on connaît très bien son rôle sur le sucre. C'est pour cela qu'on a l'impression que l'insuline, c'est l'hormone du sucre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'on développe un diabète? Soit on ne produit pas assez d'insuline, et le sucre qui n'est pas utilisé va rester en circulation. On va avoir le taux de sucre élevé, on va parler de diabète. Soit alors, on va avoir une insuffisance d'action de l'insuline produite. On parle de résistance à l'action de l'insuline, insulinorésistance. C'est ce qui vient en général avec l'obésité.
l'obésité fait de l'insulinorésistance. Et quand il y a résistance à l'action de l'insuline, on ne peut pas bien utiliser ces nutriments, on ne peut pas bien utiliser le glucose, il reste en circulation, il fait le diabète. Donc au cœur, il y a l'insuline produite par le pancréas. Il y a beaucoup d'autres acteurs, mais cela permet de bien comprendre. Le diabète est lié à la fois à des déterminants dits génétiques, c'est-à-dire la prédisposition. On est prédisposé à faire le diabète ou on n'est pas prédisposé, c'est une chose. Mais tous ceux qui sont prédisposés ne font pas le diabète. Et tous ceux qui font le diabète n'ont pas un fort degré de prédisposition. Il y a un deuxième acteur qui est ce qu'on appelle l'environnement. Prendre du poids, ne pas faire assez d'activité physique, avoir une alimentation qui n'est pas saine et équilibrée, tout ceci influence fortement le risque de développer un diabète. Donc c'est une combinaison de la prédisposition et des facteurs environnementaux. C'est ainsi que dans une famille, par exemple, où il y a la prédisposition, tout le monde ne fait pas le diabète. Ça dépend des facteurs environnementaux auxquels on est exposé. En ce qui concerne le traitement, la pierre angulaire, c'est l'éducation thérapeutique. Il est capital que les personnes qui vivent avec le diabète comprennent leur maladie, comprennent les objectifs du traitement et les principes du traitement. C'est le patient qui est son propre médecin de première intention, ce avec les conseils des professionnels de santé. Donc l'éducation, le malade doit comprendre de quoi il est question et pourquoi on le traite. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons les mesures hygiéno-diététiques. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une alimentation dite saine et équilibrée. Il s'agit de la pratique régulière de l'activité physique. Alors, et bien sûr, éviter les autres facteurs de risque tels que le tabac, par exemple. Pour ce qui concerne l'alimentation dite saine et équilibrée, en fait, il s'agit de manger comme monsieur tout le monde devrait manger pour éviter d'être malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une alimentation dont la moitié est composée de ce que nous appelons les glucides, les féculents, les céréales, etc. Et qui est riche, une alimentation riche en fibres, c'est-à-dire les légumes et les fruits. Une alimentation où l'on diminue les apports de graisse et les apports de sucre raffiné. Les graisses, c'est toutes les huiles, c'est le beurre et c'est également les graisses cachées dans les viandes dites grasses. Donc, une alimentation dont le fondement, c'est bien sûr les glucides avec de préférence les glucides complexes, les céréales, toutes nos graines et puis même les tubercules non transformés, avec un apport important de légumes, une réduction des apports d'huile, de graisse. Voilà ce que l'on attend en termes d'alimentation, en rajoutant à cela le fait qu'il est important de fractionner les repas, c'est-à-dire d'avoir plusieurs repas dans la journée et de les avoir à des heures régulières. Pour ce qui concerne l'activité physique, c'est également la régularité, la pierre angulaire. C'est une activité physique au moins 3 fois par semaine, au moins 30 minutes par session. Ça n'a pas besoin d'être une activité physique intense. Ça peut être la marche à pas vif de préférence. Ça peut être plusieurs autres activités, la natation, le jogging, etc. Mais la marche, c'est l'activité physique la plus naturelle et qui permet de combattre efficacement le diabète. Je l'ai dit, il faudrait arrêter si possible la consommation de tabac et mener par ailleurs une vie que je pourrais qualifier de saine. Voilà pour ce qui concerne les mesures dites hygiéno-diététiques. À côté de cela, il y a des mesures spécifiques qui permettent de prévenir les complications. C'est inspecter les pieds, l'hygiène des pieds, l'hygiène des dents, inspecter les pieds, s'assurer qu'il n'y a pas de lésions, éviter de se couper les ongles avec la lame de rasoir parce que ça peut faire des lésions qui ne guérissent pas bien chez le patient diabétique. Il y a une série d'éléments capitaux comme ceux-là que les professionnels de santé communiquent aux patients.
Et enfin, il y a les médicaments. Et dans les médicaments, on peut avoir les comprimés et on peut avoir les médicaments injectables. Dans les comprimés, on a plusieurs classes et dans les médicaments injectables, on a des nouvelles classes, mais on a surtout l'insuline. Que ce soit les comprimés ou l'insuline, le point essentiel, c'est la régularité. C'est des médicaments que l'on va prendre une ou plusieurs fois par jour, mais qu'il faut prendre tous les jours. Et je voudrais insister sur un point. Autant le diabète au stade précoce n'aura pas de symptômes, autant un patient diabétique traité peut arrêter le traitement pour plusieurs jours sans rien ressentir. Alors il ne faudrait pas se tromper là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on ne sent pas mal, parce qu'on n'a aucun symptôme à l'arrêt du traitement, que le diabète est fini. Le diabète, c'est une maladie très sournoise. Donc, la régularité du traitement, qu'il y ait des symptômes ou non, est véritablement capitale pour réussir la prise en charge du diabète. Qu'est-ce qui va donc nous permettre, comme indicateur, de savoir qu'on est bon ou pas? Eh bien, le premier indicateur, c'est la qualité de vie. La prise en charge du diabète vise à améliorer, à préserver la qualité de vie. Le patient doit se sentir mieux. On ne doit pas rechercher des chiffres au détriment de la qualité de vie. On n'aura pas soigné efficacement le patient. Donc, 1, la qualité de vie. 2, ce que nous appelons le contrôle métabolique, le contrôle glycémique, c'est-à-dire avoir des chiffres de taux de sucre dans le sang qui sont quasi normalisés. Et des chiffres, le taux de sucre dans le sang, je profite pour le dire, c'est très variable d'une minute à l'autre. Ce n'est pas la peine de dire j'avais 1 gramme hier, j'ai 2 grammes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est très variable d'une minute à l'autre, d'une journée sur l'autre. Mais il est important que cela varie dans des limites qui ont été fixées d'un commun accord entre le praticien et le patient. Les objectifs sont personnalisés. Il n'y a pas un objectif qui soit valable pour 2 patients. Les objectifs sont personnalisés. La troisième chose, c'est le contrôle de ce que nous appelons les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est quoi? Lorsque cela n'est pas pris en charge, pourrait favoriser la survenue d'infarctus, crise cardiaque ou d'AVC, etc. C'est-à-dire le contrôle donc, du tabac, pas de tabac, le contrôle de la pression artérielle qu'on appelle classiquement la tension, et le contrôle des graisses dans le sang, le cholestérol, en particulier le mauvais cholestérol. Donc le contrôle de ces facteurs-là est le troisième objectif, la troisième cible et le troisième facteur d'évaluation de l'efficacité du traitement. Le traitement du diabète est onéreux, mais l'absence de traitement est encore plus onéreuse. Le traitement du diabète a bien sûr ce qu'on appelle en économie de la santé des coûts directs, le coût de la consultation, le coût des médicaments, le coût des examens qui doivent être faits régulièrement. Ce n'est pas négligeable. Dans notre pays, il y a des efforts des pouvoirs publics qui permettent qu'aujourd'hui, le flacon d'insuline qui coûtait 14 000 francs CFA coûte 3 000 francs CFA. Ça, c'est une avancée importante. Il y a également, avec des partenaires étrangers, la prise en charge gratuite du diabète de l'enfant, ceux qui ont moins de 18 ans. Mais il y a tous les autres pour qui ça reste effectivement excessivement onéreux. N'empêche, il est moins cher de prendre en charge un diabète que de ne pas le prendre en charge. Parce qu'un patient en dialyse, pendant 1 an, coûte plus cher que la prise en charge d'un patient non compliqué pendant 20 ans. Parce qu'un patient qui a une lésion du pied diabétique a en hospitalisation une durée moyenne de séjour qui avoisine les 95 jours, contrairement aux autres qui ont des durées d'hospitalisation qui sont inférieures à 5 jours. Et quand on voit dans l'hospitalisation et les frais d'hospitalisation et les frais de taxi pour rendre visite aux malades, etc., on peut comprendre que le diabète non traité coûte horriblement plus cher que le diabète traité. Le diabète n'est pas un problème simplement en raison du nombre ou en raison des chiffres de taux de sucre dans le sang.
Le diabète est un problème parce qu'il fait des complications aiguës et des complications chroniques extrêmement coûteuses, extrêmement létales. Et on peut parler des complications justement du diabète pour dire que il y a principalement les complications aiguës, c'est les fameux comas diabétiques, le taux de sucre qui augmente énormément, qui s'accompagne de l'accumulation d'autres substances et qui peuvent faire divers types de comas, ou alors le traitement qui est excessif par rapport à l'alimentation ou l'activité et on se retrouve avec le taux de sucre qui baisse énormément, on parle de coma hypoglycémique. Il y a donc les comas qui ne peuvent être pris en charge efficacement que dans des structures hospitalières et par des équipes entraînées et qui restent encore une cause de mortalité importante dans notre pays. Et à côté de cela, il y a les complications chroniques. Et là-dessus, un diabète mal contrôlé peut entraîner énormément, beaucoup de complications. Je ne dis pas le diabète entraîne des complications, je dis le diabète mal contrôlé. Parce qu'on peut vivre une vie quasi normale avec le diabète, pourvu qu'il soit bien contrôlé. Donc le diabète mal contrôlé qui peut faire ces complications chroniques peut toucher les yeux. On va avoir ce qu'on appelle la rétinopathie, l'atteinte de la rétine, de la structure de l'œil qui permet de voir. C'est ainsi que le diabète est parmi les premières causes de cécité dans le monde. C'est le diabète mal contrôlé. Deuxièmement, on peut avoir une atteinte des reins. Les reins, pas le dos. Les reins, c'est-à-dire les organes qui filtrent le sang. Et lorsque ceux-ci sont atteints, au stade ultime, le sang ne peut plus être bien filtré. On est obligé de faire recours à des méthodes artificielles de filtration, telles que la dialyse. Et on sait que la dialyse coûte énormément cher. Il faut 2 à 3 sessions par semaine. C'est débilitant, ça empêche d'aller au travail. Ça coûte cher aux individus, ça coûte cher à la société. Et là encore, 1/3 des patients en dialyse au Cameroun a le diabète. Le diabète et avec l'hypertension artérielle, ce sont les premiers pourvoyeurs de dialyse au monde et au Cameroun. En dehors des problèmes des yeux, des problèmes des reins, il y a le problème du cœur. On a 2 à 5 fois plus de risques de faire une maladie cardiaque, en particulier insuffisance cardiaque et crise cardiaque, les infarctus du myocarde. On a 2 à 5 fois plus de risques de faire ces maladies-là lorsqu'on a le diabète, en particulier le diabète mal équilibré. Il y a les vaisseaux sanguins. La circulation du sang peut être altérée lorsque le diabète est mal contrôlé. Ça va faire que les plaies ne cicatrisent pas facilement, ne guérissent pas facilement. À côté de ça, il y a également l'atteinte des nerfs. Le diabète peut altérer la sensibilité. Ça peut toucher les nerfs qui font la sensibilité. On sentira moins bien. C'est pour ça qu'on se fera plus facilement des blessures. Mais également, c'est les nerfs qui contribuent à faire ce que nous appelons avec nos patients, à faire chanter le coq. Donc, un diabète mal équilibré qui touche les nerfs peut entraîner des anomalies de l'érection, une dysfonction érectile. Nos patients disent, on se terme, le coq ne chante plus bien. Lorsque le diabète est mal équilibré, ça fait partie donc de multiples raisons pour lesquelles on doit assurer un bon contrôle du diabète. Et je voudrais finir sur les complications en disant que lorsque on a l'atteinte des nerfs, on a l'atteinte des vaisseaux sanguins, on a un risque d'infection, on a le risque des lésions du pied qui font que le diabète est la première cause d'amputation non traumatique du membre inférieur dans le monde. Après les traumatismes, les mines antipersonnelles, les traumatismes de la voie publique, etc., le diabète est la première cause d'amputation des membres inférieurs dans le monde et également dans notre pays. Mais la bonne nouvelle est que le diabète bien équilibré n'entraîne pas toutes ces complications. On peut vivre une vie quasi normale avec un diabète bien équilibré. Et je l'ai dit, le premier objectif de la prise en charge, c'est l'amélioration et la restauration de la qualité de vie.
À vous, malades diabétiques, je vous recommande de respecter les posologies de vos médicaments. Achetez vos médicaments en pharmacie. Évitez l'automédication. En cas de doute, venez en pharmacie rencontrer le pharmacien pour un conseil, pour une assistance. Je vous exhorte à une autosurveillance de votre glycémie. Achetez donc votre glucomètre en pharmacie et le pharmacien vous guidera dans les modalités d'utilisation de votre appareil. Évitez l'automédication, évitez la prise concomitante avec les médicaments indigènes car les conséquences sont graves et coûteuses. Risque de choc hypoglycémique, de coma hypoglycémique qui vous entraînerait à la mort.